Bonjour et bienvenue dans Torchon, le club de lecture où on lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Pour chaque épisode, nous lisons un livre qui a fait l'actualité, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, et nous vous disons si c'est une bonne surprise ou alors un vrai torchon. Grâce à Torchon, vous pourrez briller en société et parler du livre du jour sans même l'avoir lu. Je suis Léa et je suis aujourd'hui avec Juliette. Bonjour tout le monde. Et nous avons lu Ouris de Kamel Daoud, paru aux éditions Gallimard en 2024. Alors Juliette, quand je t'ai proposé de lire le prix Goncourt 2024 ensemble, je savais même pas que ça serait Ouri ou Ouris, je sais pas si on dit Ouri ou Ouris d'ailleurs. C'est la question que je me pose. Voilà, on va dire Ouri. Voilà, on va le faire à la française. Et l'idée, c'était que voilà, ce qui se passe chaque année, c'est que le Goncourt est décerné début novembre et ça permet aux gens qui n'ont pas d'idée de cadeau de Noël d'offrir le Goncourt à Noël ou pendant les fêtes de fin d'année. Mais là, ce dont on se doutait un peu moins, c'est que c'est la suite du prix Goncourt. Toute l'actualité extrêmement récente qui entoure le livre. En fait, là, on enregistre, on est le 23 novembre et sûrement cet épisode, il paraîtra dans 2 semaines, quelque chose comme ça, 3 semaines même. Donc sûrement que nos informations seront plus du tout à jour, mais bon, tant pis. Il y a un moment, il faut s'y mettre. C'est un épisode qui sera donc un peu particulier parce qu'on va en fait autant parler du contexte du livre que de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire le contenu du livre, l'expérience de lectrice, etc., etc. Pourquoi je parle du contexte du livre ? Alors, il y a 2 contextes. Le premier, c'est que Ouri de Kamel Daoud, c'est un livre sur la décennie noire. On est d'accord, Juliette, que comme moi, tu n'avais jamais entendu parler de la décennie noire ? Non, tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en tant que lectrice, je suis arrivée sans a priori, sans rien connaître. Et c'est une histoire que j'ai découverte. Et je pense que le livre a été écrit dans ce but. Oui, en fait, on est toutes les deux françaises, on a fait des études d'histoire en France, et donc en fait, l'histoire de l'Algérie, pour beaucoup de Français, je pense, s'arrête avec la guerre d'Algérie, la décolonisation, et donc n'ayant pas de lien particulier avec l'Algérie, moi je savais pas trop ce qui s'était passé ensuite. Et il y a une deuxième raison pour laquelle on connaît assez mal la décennie noire, et c'est Kamel Daoud qui nous le dit. En fait, c'est d'ailleurs la première chose qu'il nous dit. Il nous cite, avant même le début du récit, la charte pour la paix et la réconciliation nationale en Algérie. C'est une loi qui a été, c'est un référendum qui a été fait en 2005. Je crois. Enfin bref, qui a été fait après la décennie noire. Article 46 est puni d'un emprisonnement de 3 ans à 5 ans et d'une amende de 250 000 dinars à 500 000 dinars. Quiconque qui, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l'État, nuire à l'honorabilité de ses agents qui l'ont dignement servi ou ternir l'image de l'Algérie sur le plan international. Les poursuites pénales sont engagées d'office par le ministère public. En cas de récidive, la peine prévue au présent article est portée au double. Et il se trouve que là, à l'heure où on se parle, en vertu de cette charte, en vertu de cet article, Kamel Daoud est poursuivi en justice. Oui, tout à fait. Le livre a été interdit en Algérie et Gallimard, je crois, a été interdit de se présenter au Festival du livre d'Alger. C'est quand même un contexte beaucoup plus lourd que, par exemple, Veiller sur elle de l'année dernière que j'avais lu. Voilà. C'est un peu plus lourd que celui qu'on a autour de Morgane Moncomble, qui était le dernier épisode qu'on a fait ensemble. Alors, je pense qu'on a fait un peu la même chose, je crois. Moi, je l'ai lu sans me renseigner du tout. Au milieu de ma lecture, il y a eu l'annonce de la poursuite en justice. Mais j'ai essayé vraiment au maximum de pas trop me renseigner sur la décennie noire, sur Kamel Daoud. Et ensuite, j'ai lu, alors c'est super, c'est un des écrivains qui a sorti un hors-série événement sur Kamel Daoud. Ça m'a permis d'avoir pas mal d'informations. Il est assez clair que le concours a choisi Kamel Daoud, certes parce que c'est une œuvre littéraire, mais surtout parce que c'est une œuvre nécessaire. C'est un peu un adjectif à la mode ces dernières années, c'est le concept de livre nécessaire qui doit être lu, qui doit être écrit, parce que ils ont un impact où ils décrivent un sujet de société qui est difficile à décrire. Ce qui est intéressant, c'est que la même année, on a eu Jacaranda de Gaël Faye, qui parle aussi d'un sujet nécessaire, c'est-à-dire la mémoire du génocide Tutsi. Et l'année dernière, il y a eu un autre livre qu'on considérait beaucoup comme
une lecture nécessaire, c'est Triste Tigre de Neige Sino qui, quant à elle, parle d'inceste, mais c'est aussi, en fait, le point commun entre tous ces sujets, c'est la difficulté à mettre des mots, à parler d'un sujet qui est tabou, qui est difficile. Et donc, il y a cette idée que la littérature serait un moyen, la nécessité de la littérature, c'est quand le discours journalistique ou comme le discours médiatique ne marche pas, il faut s'en résoudre à la fiction ou à l'œuvre littéraire ou à l'œuvre poétique. Et donc c'est une manière, je pense aussi pour le Goncourt qui a quand même été très critiqué ces dernières années pour le fait que c'est quand même un prix assez parisien, un peu déconnecté du reste de la littérature, de sa variété. C'est, je pense, une critique qu'on peut faire à beaucoup de prix, hein, mais oui, mais comme c'est le premier, c'est le plus connu, il a un peu mis. J'ai écouté sur France Culture, je le mettrai dans le détail de l'émission, un débat je crois que ça s'appelle le débat du dimanche sur la légitimité des prix littéraires, et je trouve que c'était ultra intéressant. Il y avait notamment Clémentine Goldzal, donc une journaliste qui s'occupe du prix littéraire des lectrices, elle disait qu'il y avait beaucoup plus de légitimité à faire parler la voix de beaucoup de lectrices ici, mais beaucoup de lecteurs, plutôt que 10 personnes qui, en plus de ça, ne tournent pas. Et c'est ça qui est assez impressionnant par rapport au prix, notamment le Booker Prize, c'est que les jurés du prix Goncourt, c'est des gens qui sont là depuis des années et qui sont quand même assez indéboulonnables. Oui, c'est une liste prédéfinie qui ne changera pas. Et ne change pas. C'est ça. Donc, commençons par le début. Pourquoi c'est un livre nécessaire? Ça parle de la décennie noire, et donc je vais juste lire la 4e de couverture. Je suis la véritable trace, le plus solide des indices attestant de tout ce que nous avons vécu en 10 ans en Algérie. Je cache l'histoire d'un siècle, d'une guerre entière, inscrite sur ma peau depuis que je suis enfant. Aube est une jeune Algérienne qui doit se souvenir de la guerre d'indépendance qu'elle n'a pas vécue et oublier la guerre civile des années 90 qu'elle a elle-même traversée. Sa tragédie est marquée sur son corps, une cicatrice au cou et des cordes vocales détruites. Muette, elle rêve de retrouver sa voix. Son histoire, elle ne peut la raconter qu'à la fille qu'elle porte dans son ventre. Mais a-t-elle le droit de garder cet enfant? Peut-on donner la vie quand on vous l'a presque arrachée? Dans un pays qui a voté les lois pour punir quiconque évoque la guerre civile, Aube décide de se rendre dans son village natal, où tout a débuté, et où les morts lui répondront peut-être. Donc oui, en effet, le livre est en 3 parties. Il y a une première partie à Oran, où on découvre la vie de Aube, et notamment de son salon de beauté chez Sherazade. Il y a une partie sur la route où elle va être un peu sauvée par un personnage de libraire analphabète qui s'appelle Aïssa, qui a une sorte de mémoire photographique, qui se souvient d'absolument tous les massacres, mais en détail, les chiffres après les chiffres. Et ensuite, elle arrive dans le village où elle a été, son village natal, où elle a été à demi égorgée. Et dans ce village-là, elle va rencontrer plusieurs personnages assez différents, notamment Amra, qui est une sorte de femme cachée parce que on la surnomme la terroriste. Et ensuite, l'imam Zabir, qui est une figure assez négative, qui est une figure d'imam qui va lui dire de se taire et qui va lui dire de ne pas parler. Peut-être un petit point sur l'égorgement. C'est un épisode qui va quand même parler beaucoup d'égorgement et c'est une lecture où il faut être un peu accroché. Pourquoi? Non, c'est une lecture qui est éprouvante. Il y a une description d'une tentative de viol à un moment. Qui est assez dur. C'est un livre où les femmes sont malmenées encore et encore et encore. Et dès qu'on croise une femme, forcément il lui est arrivé un truc horrible. C'est pas seulement Aube, par exemple Amra. Amra, c'est un passage. J'en parle tout de suite où en fait elle a été volée à sa famille par des terroristes. Dans le maquis, des terroristes islamistes dans le maquis, et elle devient une sorte de poule pondeuse avec des sortes de gardiennes qui la gardent prisonnière, en plus en la droguant. Donc oui, c'est un livre qui est très très difficile à lire de par une description assez graphique d'égorgement, mais pas seulement d'humains, mais aussi d'animaux, parce que ça se passe pendant l'Aïd, et donc il y a un parallèle qui est fait très fort sur l'Aïd. Du coup, si vous vous posiez la question de l'offrir à Noël, essayez peut-être de voir l'état mental de la personne à laquelle vous allez l'offrir à Noël. Peut-être quelqu'un qui a le cœur bien accroché, en effet. Donc, on est face à un problème, à mon avis, assez complexe, qui est qu'on est face à un livre nécessaire, qui parle d'un sujet difficile,
qui parle de terrorisme, qui parle d'islamisme, de fondamentalisme, qui est quand même un livre censuré. Et c'est difficile donc de faire une sorte de critique ultralittéraire en mode ah, est-ce que ça nous a plu, est-ce que ça nous a pas plu, parce qu'en fait qui sommes-nous pour dire si ce livre est bon ou pas, parce qu'en fait il est bon en soi juste du fait qu'il a existé, quoi, enfin qu'il existe. Je pense qu'on peut dire que c'est un livre qui nous a appris quelque chose. C'est quelque chose de très frappant. Moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je ressors de cette lecture en ayant appris quelque chose, et pas tous les bouquins vous offrent ça, cette possibilité de ressortir en se disant je connais plus. C'est un livre qui permet de mettre un éclairage sur quelque chose qu'on ne connaissait pas. Donc ça, oui, on peut le dire sur le bouquin. Et je pense que c'est assumé par Kamel Daoud parce que on l'a remarqué dans l'écriture. Comme c'est un long monologue de Aube à son enfant dans son ventre, enfin son embryon, de temps en temps, elle explique des mots de l'islam ou des endroits à Oran ou en Algérie, comme si en fait elle nous parlait à nous français. C'est un livre qui a l'air d'assumer le fait qu'il s'adresse tout autant, voire plus, aux Français qu'aux Algériens. Donc de temps en temps, elle explique notamment ce que c'est qu'une houri, alors que je pense que si on est algérien, on sait ce que c'est. Oui, et c'est la position dans laquelle on est mis dès le début. Le personnage principal parle d'une voix externe et d'une voix intérieure, une voix intérieure qui est notamment dédiée à cet embryon qui n'est pas encore avorté, dont elle souhaiterait avorter. On en parlera tout à l'heure, mais on va très vite découvrir que ça n'arrivera pas. Et du coup, on est mis dans la position, qu'est-ce qui ne connaît vraiment rien sur le monde? Effectivement, un embryon qui n'existe pas. Et on est mis dans cette position de on est un embryon qui ne connaît rien. C'est une position qui est un peu particulière parfois. Je sais pas comment tu l'as ressenti, mais moi, j'étais pas forcément très à l'aise avec le fait d'être un amas de cellules. Moi, là où j'étais très perplexe, comme je l'ai dit, j'ai pas énormément de connaissances à la fois sur l'Algérie, mais aussi sur l'islam. Et donc, parfois, j'avais l'impression que mon unique porte d'entrée, c'était le rapport au religieux de Kamel Daoud. Et il se trouve que c'est très clair dans ce livre, et puis ensuite dans l'interview que j'ai lue, que Kamel Daoud, il a pas du tout un rapport apaisé à l'islam, et à juste titre. Enfin, je pense qu'il a vécu des choses lui-même en tant qu'enfant et en tant que jeune adulte, qui fait que il a moi j'ai l'impression un profond dégoût de l'islam dans son ensemble, qui est lié au terrorisme qu'il a connu et à l'islamisme qu'il a vécu en Algérie, et ce qu'il constate encore aujourd'hui en Algérie d'ailleurs. Et donc c'était un peu bizarre à mon avis d'avoir comme porte d'entrée à toute cette question une voix qui est la voix de Daoud quand même, mais cachée à travers une fiction, un récit, et la voix d'une femme. On a deux voix, et puis on a deux voix. C'est à la fois la fiction extrêmement romancée, avec un désir très profond d'une écriture poétique, et de l'autre côté, moi, ce que je ressens, qui est une sorte d'essai politique, un peu éditorialiste, un peu le Kamel Daoud journaliste qui a sa chronique dans Le Point, quoi. Et donc on a cette tension entre ces deux-là qui fait qu'on a un peu une sorte de récit assez univoque. On a l'impression d'avoir uniquement une seule vision du monde, quand bien même il y a plusieurs personnages. Oui, tout à fait. Tu mentionnes l'éditorialisme. En fait, je réalise petit à petit qu'il y a beaucoup de son parcours d'éditorialiste qui transparaît dans le bouquin. La manière d'écrire même qui est très à charge, qui est beaucoup dans la dénonciation. Le personnage féminin est entièrement une dénonciation pendant tout le bouquin, à la fois de l'islam, à la fois du système dans le pays algérien aujourd'hui, à la fois de la loi de réconciliation. Donc c'est vraiment un personnage qui n'est qu'une idée de la dénonciation. Et effectivement, c'est un édito très long, mais avec effectivement un mélange de fiction. Et c'est peut-être là où moi ça a rendu ma lecture un peu compliquée parfois, où on aurait préféré peut-être que Kamel Daoud se place plus clairement en disant que c'est sa vision et que ça va être à charge et que c'est assumé d'être à charge.
En fait, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de conversation dans ce livre. Alors, pour une raison assez claire, c'est que l'héroïne ne peut pas parler. En fait, elle a une sorte de murmure, donc on l'entend à peine. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de confrontation de point de vue. Les gens ne discutent pas en disant non, là t'as tort, là t'as raison. Sauf au moment où c'est la confrontation entre l'imam qui dit il faut oublier. L'oubli est une miséricorde, et elle est là genre non, non, je veux pas qu'on oublie. Je suis là, je veux pas qu'on m'oublie moi. Et c'est ce personnage qui est le seul personnage qui fait une confrontation qui sera au final révélé comme étant un menteur, comme étant quelqu'un qui commet un sacrilège de vendre de la viande d'âne à la place de la viande sacrée lors de l'Aïd. Donc même cette confrontation-là, au final, est un mensonge parce que le personnage qui l'amène est un menteur. Et donc, pour cacher un peu l'éditorialiste, il va utiliser une écriture qui est extrêmement poétique. Enfin, poétique au sens imagé du terme. Extrêmement répétitive. Répétitive et puis cyclique. C'est-à-dire qu'on va revenir au même thème, mais vraiment extrêmement fréquemment. L'Aïd est un thème qui revient souvent. Le thème de la mer, MER. J'ai eu vraiment un moment de honte et de gêne, qui est que c'est un sujet nécessaire. On est face à des histoires horribles de terrorisme et d'égorgement. Et à la moitié du livre, j'en pouvais plus. Franchement, s'il y avait pas eu Torchon, j'aurais arrêté là. Bah, c'est très, très fastidieux, en fait. C'est un bouquin où, tu le disais, il y a beaucoup de répétitions. Je pense que la première fois qu'elle mentionne ce qu'elle appelle son sourire, c'est-à-dire la cicatrice qui lui reste de son égorgement «raté» entre guillemets, je me suis dit: «Ah d'accord, donc c'est une image qui va revenir» et en fait, elle revient toutes les 2 pages pendant la première partie du bouquin en disant: «Mon sourire, mon sourire, mon sourire, mon sourire». Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, on l'a compris qu'elle a une énorme cicatrice, on l'a compris qu'elle a une canule. On peut dire d'autres choses à propos de ce personnage. Et je trouve que ça dilue la force du récit. Il y a des passages qui sont vraiment ultra intéressants, très forts. Il y a vraiment des endroits. Je vais peut-être en citer un parce que en fait, elle fait bon. Alors l'un des thèmes qui est à la fin. Même chose, j'ai compris, c'est bon, on peut passer à autre chose. C'est le parallèle entre l'Aïd, qui a un égorgement rituel, et de l'autre côté, l'égorgement qu'elle a connu. Et en fait, page 253 jusqu'à 255, elle se met à citer quelles sont les règles pour le rituel de l'égorgement. Et je citais différents passages, mais que je trouve assez forts. Le prophète aurait dit: Dieu a prescrit l'excellence en toutes choses. Aussi, quand vous vous apprêtez à tuer, faites-le comme il faut, c'est-à-dire sans cruauté. Quand vous immolez une bête, faites de même, affûtez bien votre lame et traitez l'animal avec ménagement. Et en fait, elle va faire le parallèle entre toutes les règles de l'islam sur comment égorger un animal pour un rituel, avec le fait que elle, on n'a même pas eu ces égards-là vis-à-vis de son égorgement et l'égorgement de sa sœur. Et notamment, elle dit il est dit enfin qu'il faut veiller à ne jamais sacrifier un animal devant un autre qui le regarde et ne pas montrer le couteau à l'animal avant son sacrifice, afin d'éviter tout stress visuel avant l'abattage rituel. Ma sœur Taïmoucha m'observait et me chuchotait des mots, ou bien recomposait-elle mon prénom, ou peut-être qu'elle me transmettait une idée, ou toute la panique de ses yeux, ou ses traits agressés par la mort, alors que je fermais les yeux pour obéir au Dieu aux chaussures d'excréments. C'est un passage qui est assez fort parce que ça montre que finalement on a fait preuve d'une cruauté qui est limite plus forte, enfin qui est assez insoutenable. Mais le problème, c'est que là on est page 255, mais ça fait 200 pages quoi que qu'elle ressasse cette image-là. Et je tiens juste à dire, parce que je comprends pourquoi il a fait ça, qui est que la mémoire traumatique, c'est une mémoire qui est quand même finalement assez cyclique. On a tendance à ressasser des souvenirs quand ils sont un peu traumatisants ou tout simplement désagréables. On y revient de manière assez incessante. Je comprends le projet littéraire, mais le problème, c'est que ça empêche... à la fin, ça empêche une certaine forme d'empathie parce que on en a un peu marre, quoi. Et en plus de ça, ça dilue des images, ça dilue des choses qui sont très très fortes. Et le truc, c'est que le sujet est tellement dur, quoi. C'est quand même des histoires tellement affreuses. Parfois, faire preuve de subtilité, c'est parfois assez utile pour faire passer un message. Et là, Kamel Daoud, il fait pas preuve de subtilité non plus. C'est intéressant en fait parce que on a quand même 400 pages. C'est un bouquin qui est quand même assez dense. Il y a au final la même histoire dans 400 pages, ce même souvenir traumatique. Je pense que même
réduire certains passages aurait peut-être bénéficié au bouquin, aurait peut-être permis d'avoir une lecture plus claire et aussi plus haletante. Et je pense qu'il y a aussi un petit problème de rythme dans ce bouquin-là, où effectivement la cyclicité et aussi le fait que au début, il tourne autour du pot de manière assez franche. Il ne veut pas dire pour un peu ménager un espèce de suspense qui pourtant n'en est pas un. On sait très bien qu'elle ne va pas avorter. On comprend très vite que son sourire, c'est un égorgement raté. On comprend très vite des choses qu'il fait semblant de cacher. La première fois, les 2 premières pages, ça marche. Au bout de 250 pages, c'est très lourd. Pour revenir sur ce que tu as dit sur le problème de rythme, c'est que la dernière partie, la partie dans le village, pour moi, était trop rapide. Ouais. C'est marrant parce qu'en fait, pendant tout le livre, je suis là, genre, c'est lent, j'en peux plus, je veux savoir. Et à la fin, en fait, ce qui se passe au village, c'est que d'abord, elle rencontre un imam qui lui dit de se taire, et ensuite elle s'échappe de la mosquée de l'imam, commence à fuir, et en fait elle est kidnappée par en fait le frère jumeau de l'imam, et en fait qui l'emmène dans ce qu'on comprend être la ferme de sa famille à elle. Dans cet endroit, elle comprend enfin que sa sœur, ses dernières paroles étaient des paroles d'amour, et que en fait sa fille est la réincarnation de sa sœur. Et ça, c'est dit en 3 pages. Et c'est tout. Et c'est fini. Et 1 an plus tard, elle est née, elle est trop contente. Elle allait, elle est contente. Tu viens de dire qu'en 2 pages, elle se fait attraper par un imam alors qu'elle manque de se faire, par ailleurs, elle manque de se faire caillasser par une foule en colère. Ensuite, elle est kidnappée par un berger. C'est aussi un autre sujet de ce bouquin. Le personnage féminin central est un trauma. Il ne lui arrive que des choses traumatiques. Il ne lui arrive que des éléments traumatiques. Ça participe aussi un peu à cette lecture fastidieuse où même quand il y a du rythme, en fait, cette femme, il ne va lui arriver que des choses traumatiques. Elle tombe amoureuse d'un homme qui, c'est assez sous-entendu, va mourir en mer en essayant de passer en Europe. Elle a un salon de beauté, il est détruit. Elle réclame son indépendance face à des hommes sur la route. Paf, elle se fait arrêter, elle manque de se faire violer. Pour moi, la grande autrice de la mémoire traumatique, c'est quand même Svetlana Alexievitch, qui est une autrice biélorusse qui parle de la mémoire traumatique de l'URSS. Et elle, par exemple, dans Supplication, qui est un livre sur Tchernobyl, il y a des passages qui sont insoutenables à lire, tu vois. Mais ce qu'elle fait, c'est que elle arrive à pondérer ça avec d'autres témoignages qui sont moins difficiles à lire, et ça permet d'avoir vraiment une vision assez mosaïque de la situation. Là, toutes les pièces de la mosaïque de Houri, c'est des pièces horribles. On pourrait me répondre, non, mais c'est parce que c'est ce qui s'est passé, la décennie noire, elle était réellement noire, et on va pas ménager ton petit cœur, Léa. Mais le truc, c'est que à un moment, t'as envie de reposer le livre et plus le lire, quoi. Et quand même, un des enjeux d'un livre, c'est qu'il faut que ça soit lisible de A à Z. Et là, c'était vraiment très difficile. Et à nouveau, s'il n'y avait pas eu Torchon, je l'aurais pas fini. Une chose que je voudrais dire aussi, c'est que c'est aussi une parole très forte contre l'islamisme. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve pas mal. C'est un sujet qui, moi, m'inquiète énormément à titre personnel. Mais là, j'ai eu cette impression qu'on avait accès que au rapport particulier et personnel de Kamel Daoud aux religieux et à l'islam. Et à la fin, j'étais un peu embêtée, quoi. J'avais cette impression qu'on me disait pas tout sur l'islam, si tu vois ce que je veux dire. Oui, complètement. Et moi, je serais du coup très intéressée d'avoir une lecture par quelqu'un de beaucoup plus concerné que ce que je peux l'être, parce que effectivement, là, je me suis retrouvée dans une position. J'ai eu un peu la sensation, à certains moments, qu'on me gavait une certaine vision. J'ai pas de meilleur mot là maintenant tout de suite. Et je dis pas que c'est mauvais d'exprimer son opinion dans son bouquin. De toute façon, c'est son bouquin. Mais là, vraiment, j'ai eu l'impression qu'on me gavait une certaine vision de l'islam, de la religion. Vraiment, ce personnage d'imam menteur, il m'a marqué parce que le seul personnage qui
est concerné applique cette religion au final au jour le jour, est un menteur, un égorgeur d'âne, est un personnage qui est porté par la jalousie de son frère. Enfin, c'est vraiment un personnage assez terrible. Tout au long du bouquin, je n'ai eu l'impression que de voir que une religion était une religion monolithique de haine, et de haine précisément des femmes, qui est d'autant plus particulier vu que c'est un auteur masculin qui l'écrit. Donc il y a aussi cette vision des choses où j'aimerais entendre des femmes concernées sur le sujet. Et ça, c'est très personnel. J'en ressors avec une vision de la religion en Algérie précisément en plus, qui m'interroge. Je ne sais pas du tout si c'est la réalité. Et quand tu parlais de Svetlana Alexievitch, tu parles de mosaïque. Pour moi, ça n'est pas une mosaïque. C'est une peinture faite par Kamel Daoud, et elle est son point de vue. Et d'ailleurs, dans le hors-série du 1 sur Kamel Daoud, il est dit que d'abord il est tenté en 88 par le mouvement islamiste, mais qui s'en détourne à 18 ans au profit de l'écriture. Et ensuite, il étudie les lettres françaises à l'université d'Oran et choisit de s'exprimer dans cette langue parce que l'arabe est piégé par le sacré. Et je trouve ça assez fort de se dire qu'il va plus s'exprimer en arabe, qui quand même, alors je sais pas si c'est sa langue maternelle, mais en tout cas la langue de son pays, pour des raisons de dégoût du sacré. Après, ce point de vue très très laïcard, c'est des choses que je connais bien et que je comprends. C'est présenté comme un roman de fiction, mais c'est au final, pour moi, je le vois comme un long essai, un long édito de Kamel Daoud qui présente sa vision des choses et son rapport à la décennie noire, qui nous apprend quelque chose, mais qui d'un autre côté nous apprend quelque chose très à charge. Et après, être à charge contre le terrorisme islamiste, oui. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et je sais pas pourquoi ça m'a, malgré le fait que j'adhère à ce projet de justement d'être à charge contre le fondamentalisme, là m'a quand même perturbée. La réponse à cette question de mon malaise, je l'ai retrouvée dans page 100. Je sais pas si Kamel Daoud l'a pensé vraiment autant que ça, mais je trouve que c'est un passage qui est ultra intéressant, donc je vais essayer de lire en entier. Donc en fait, l'héroïne a un salon de beauté et elle est un peu en guerre ouverte avec l'imam de la mosquée en face de ce salon. Et dans cette lutte, elle va avoir une forme de ruse. C'était un vendredi, là encore, je te jure. J'ouvris la porte et, généreuse et affable, proposai à l'épouse de l'imam le meilleur de nos fauteuils, de nos cafés, de mes employés. Elle succomba à mon hospitalité, se découvrit, montra son visage banal, ses traits effacés, ses yeux inquiets, et ramena à la lumière sa chevelure, puis ses bras et ses cuisses, tout son être fermé comme un verset. Sa résurrection fut lente, mais elle se conclut par une réussite, car au bout de 2 heures de soins, elle en ressortit une femme différente qui se regarda longuement dans le miroir, étonnée par ses cheveux lissés et teints, sa peau soignée et son regard accentué par le mascara. Elle se leva et ne dit pas un mot, mais je vis dans son regard frémir un souvenir ou peut-être même de la colère contre ce qu'elle était en entrant, une pauvre jeune femme. Peut-être même que, plus tard, l'imam reprit goût à sa femme ressuscitée avant le jugement dernier, se rassura sur son butin, tâta dans la nuit un corps plus parfumé et correspondant un peu mieux à ce qu'il prêchait aux hommes du haut de son mirabe. Chacun haranguait selon ses moyens, je pense, lui avec le Coran, les versets, les habits, les interprétations, les colères, moi avec de la kératine, des lisseuses, des crèmes, des pommades, des épilateurs à la cire. Aujourd'hui, je me dis que j'ai peut-être tué cette femme aussi. Peut-être que je l'ai fait répudier ou chasser de chez elle ou enterrer vivante, mais elle n'est plus jamais revenue. Et moi, l'empathie que j'ai, peut-être pas ce que Kamel Daoud aurait préféré, c'est finalement vis-à-vis de la femme de l'imam qui est un peu utilisée par les deux parties, par l'héroïne et par l'imam. Et par la suite, en fait, Aube va demander à ce que l'imam paye la facture des parfums qu'elle a utilisés sur la femme de l'imam. Et je pense que ce passage, il est très beau et très intéressant parce qu'il met en question la moralité de cette histoire qui est que, quoi qu'il arrive, les femmes sont perdantes et même la femme de l'imam, en fait, finalement, elle est un peu la victime collatérale de toute cette histoire. Donc ça me permet de passer à une idée très forte du livre, qui est le féminisme de ce livre. C'est une voix féminine, c'est une critique de l'islam pour des raisons féministes. Et Houri, en soi, c'est une croyance dans la foi musulmane. Les Houris sont des vierges dans le paradis qui seront la récompense des bienheureux. Ce sont des sortes de personnages célestes auxquels
auxquelles ont accès les bons musulmans, les hommes. Tu sais, quand on était plus jeune et que c'était la guerre en Afghanistan, c'était les 72 vierges. Et moi, j'ai toujours cru que c'était un peu un truc qui était extrapolé d'un truc, voilà, qu'on avait entendu comme ça et que l'Occident avait extrapolé. Mais c'est quelque chose qui a l'air d'être quand même assez concret, en tout cas d'après Kamel Daoud, qui est que très clairement les imams en Algérie disent aux hommes que leur récompense, ce sont des houris. Et en fait, Kamel Daoud, ce qu'il va faire, c'est qu'il va il va créer une confrontation entre cet idéal de femme, cette femme parfaite qui est adolescente, qui est très belle, et les vraies femmes, quoi, les femmes sur terre, et cette ambivalence que les femmes ont vis-à-vis de cet idéal, quoi. Tout ça, en fait, porte une certaine vision qui est encore une fois la vision de Kamel Daoud, qui est une dénonciation de la religion et de son action sur les femmes, mais par sa vision des choses, toutes les deux, on n'est pas connaissantes et on ne sait pas à quel point, par exemple, il y a un renouvellement de la parole sur ces points dans la religion musulmane, à quel point c'est une chose qui est discutée. Et c'est ça qui m'interroge personnellement. En fait, je pense que cette interrogation, elle est liée au fait que c'est énorme. C'est une croyance qui est décrite par Kamel Daoud comme étant quelque chose de vraiment puissant et à mon avis un peu horrible, tu vois. Enfin, c'est quand même c'est horrible à lire, et donc on se dit mais non, il exagère, c'est pas possible. Mais peut-être pas, peut-être qu'il exagère pas, et peut-être que c'est ce qui se passe en Algérie. Et si c'est le cas, si Kamel Daoud n'exagère pas et qu'il ne fait que retranscrire la réalité de manière de bonne foi, ce qu'on peut espérer, c'est quand même une vision des femmes et une vision du paradis aussi qui est quand même horrible, voilà. Enfin, qui crée de l'horreur, tu vois. Enfin, vraiment au sens assez propre du terme. Mais ce que j'ai bien aimé, et le truc c'est qu'il va pas tellement au fond de la pensée, mais enfin c'est que lui il voit cette confrontation entre les femmes réelles et les femmes du paradis, entre la page 80 et la page 82. Il y a quand même un passage assez intéressant, assez beau, assez bien écrit, enfin vraiment bien écrit, parce que ce qui se passe, c'est que les femmes entendent les prêches de la mosquée depuis le salon chez Erazade. Donc l'imam dit: il récita penché sur un registre de blasphème fabuleux, 10 femmes sont exclus de la miséricorde de Dieu. Nous étions 11 dans le salon, en comptant mes 2 employés. La cité sans arbre exhalait un petit sirocco de sable qui effaçait les immeubles nus comme des pierres de cimetière. La femme tatouée, et la voix de l'imam se brisa face à un scandale inouï. D'un coup, dans notre tranchée parfumée, on se tut toutes, clientes et coiffeuses, comme dans un tribunal pour écouter la suite. Personne n'osa me regarder à ce moment-là, mais toutes pensèrent au poisson, au cheval, au ruisseau dessiné sur ma peau blanche. Et ensuite, il va donner des 10 femmes qui sont exclues de la miséricorde. Donc la femme tatouée, 2, la femme qui s'épile les sourcils, la femme qui s'allonge les cils ou les ongles, et aussi la non voilée, les femmes qui veulent ressembler à des hommes. Voici ces femmes qui arrangent leurs dents, celles que Dieu leur a données à la naissance dans sa générosité. Je peux te le raconter à toi, mon intruse, je ne pensais pas que cette divinité qui est tous les hommes à la fois pouvait pousser la haine de nos corps jusqu'à nous interdire de soigner nos dents tordues. Pourquoi cette jalousie même quand nous sommes laides? Ensuite, les femmes qui visitent les tombes, celles qui hurlent dans le deuil, et celles qui mettent en colère leur époux, et aussi celles qui se parfument en sortant, celles qui ajoutent des tresses à leurs cheveux, celles qui se promènent des chevilles nues. Et ensuite, elle conclut en disant que des ombres poilues, des silhouettes muettes et des mortes aux voix douces pour dire oui à l'homme. Et dans le salon, après le rire féroce, on resta plongé dans un silence de rescapés, je te le jure. Il montre bien, je trouve, l'enfer que d'un côté, les hommes ont un fantasme très fort de houri, donc de femmes parfaites, pas poilues, très belles, tout ce qu'il faut. Mais elles sont jugées pour essayer de ressembler à ce fantasme-là. Mais il y a des fulgurances dans ce bouquin où effectivement il y a des passages où on peut être en empathie, on peut comprendre, c'est bien écrit, c'est vraiment des moments qui sont un peu marquants. Il y a aussi des moments qui sont assez poétiques et moi que j'ai beaucoup aimé. Mais globalement, je trouve que c'est un tout petit peu dilué, c'est peut-être ça aussi le truc. L'avortement est un autre grand thème où il en met vraiment des énormes couches. Et on sent la fierté de Kamel Daoud
en fait, il se met un peu en scène en tant qu'écrivain, en mode « Ah, je suis un homme, et grâce au pouvoir de la littérature et de ma plume, je vais me mettre à la place d'une femme qui a comme projet d'avorter. » Attends, il y a même un passage où elle dit Que ressent-on quand on avorte ?» Et j'ai noté, on dirait que c'est Daoud qui se pose la question lui-même. Mais moi, je trouve que c'est pas une expérience ultra concluante. Moi, j'ai pas eu cette impression d'être face à une femme, quoi. Non, moi ça m'a même au bout d'un moment j'ai un peu une sorte de nausée parce que on est mis à la place de ce fœtus déjà c'est particulier qui est destiné à être avorté et cet amas de cellules qui est encore dans les dates d'avortement donc c'est même pas un fœtus à ce stade est humanisé en permanence et il y a un vrai truc dans ma tête qui a été je suis pas sûre que je connais beaucoup de personnes qui auraient ce réflexe d'appeler leur amas de cellules qui est la chose qui est destinée à être avortée, lune de ma chair, lune de sang. Il y a des petits mots, petit astre rouge. Il y a, je pense, par page, un nouveau surnom pour le fœtus. Et c'est pas très crédible et ça renforce un peu l'aspect où moi ça a rajouté au côté fastidieux de la lecture et ça a renforcé mon truc en mode genre je suis pas très sûre que ce personnage féminin a une réelle existence et je pense que c'est plus une idée, plus quelque chose qui porte des idées, c'est plus une sorte d'énorme métaphore sur pattes plutôt qu'un vrai personnage. Et il y a un passage aussi qui le montre, qui est bien, hein, mais qui montre qu'en fait, elle n'est que ça. C'est page 66, et donc c'est dès le début. Je t'évite de naître pour t'éviter de mourir à chaque instant, car dans ce pays, on nous aime muettes et nues pour le plaisir des hommes en rue. Je sais que je ne m'empêche de conclure, que je te parle pour faire reculer l'heure, mais cela ne te protégera pas longtemps. Je me dis que si je te raconte la véritable histoire, peut-être que tu comprendras. En 2-3 lignes, il dit, bah voilà, ce personnage va être contre ça, va porter son traumatisme, va porter une certaine dénonciation permanente. Et tu as dit quelque chose de très juste quand on en discutait avant de commencer l'épisode. Je pense que c'est un personnage qui manque de nuances, il est très monolithique, il est très uniquement une idée, uniquement une dénonciation. Et on sait toutes les deux que tous les personnages, qu'ils soient féminins ou masculins par ailleurs, dans un combat qu'elles peuvent avoir ou que ces personnes peuvent avoir, ils seront plus il y aura des fulgurances à certains moments, ils vont découvrir quelque chose sur leur foi, sur leur militantisme, sur quoi que ce soit. Il va y avoir des moments de down, il va y avoir des moments de courage. Il y a une fluctuance de la pensée en fait. Et là, il n'y a pas du tout de fluctuance. Ouais, exactement. Il y a ce côté où il n'y a pas d'évolution dans la manière dont elle va parler à sa fille en puissance, on va dire ça comme ça, à son. C'est une bonne manière ouais. de le dire. Et tu vois, genre, ça aurait été plus crédible si au début, elle est dans la panique, elle se dit non, je peux pas le garder ce gamin, et petit à petit, elle arrive à cette décision qui est à la fin, mais à la fin, ça tombe dessus en mode genre en 2 minutes et en 2 coups de cuillère à peau, ça y est, c'est fini. Donc là, il y a ce côté-là. Et oui, et ce que je disais, c'est que c'est une fille qui est pur féminisme, qui a aucune contradiction, qui est pas du tout dans la découverte de ce qui lui arrive. Moi, ce que je vois vis-à-vis du patriarcat, pour utiliser un grand mot, c'est qu'on est quand même toujours dans une forme de négociation en permanence. Même la personne la plus, je sais pas, dans la déconstruction aussi, j'ai l'impression que la déconstruction, c'est un terme qui est pas du tout présent ici, où elle-même est pas du tout dans l'apprentissage, la connaissance, la découverte. Elle est vraiment très, elle a déjà toutes ses idées en tête, elle a déjà toutes ses cartes, et ce qui fait que c'est un personnage qui est en fait une pure idée, un pur symbole. Mais et c'est là où je vais te faire le lien, c'est que Kamel Daoud, comme on l'a dit en début d'épisode, est poursuivi en justice dans le cadre de la loi sur la réconciliation nationale, mais il est aussi poursuivi en justice par une femme qui l'accuse de lui avoir volé sa vie, quoi, littéralement. L'histoire étant que la femme de Kamel Daoud est psychiatre. Et parmi ses patientes, il y a cette femme, Saada Arban, donc cette femme qui accuse la femme de Kamel Daoud d'avoir donné tout son dossier médical à Kamel Daoud pour qu'il puisse écrire une histoire sur elle.
Et je vais citer un article de Actualité qui est ultra bien fait, parce que c'est les seuls qui rentrent un peu dans le détail. Donc cette femme qui elle aussi, comme l'héroïne, a une canule, qui elle aussi a été à demi égorgée par des terroristes pendant la décennie noire. Donc elle ajoute à cette accusation plus grave à l'égard de l'écrivain concernant les détails de sa vie personnelle qu'elle n'a jamais confié qu'en thérapie. Il a tout pris de sa femme. On ne peut pas parler comme ça tant qu'on n'a pas vécu la chose. C'est ma vie, c'est mon passé. Il y a que moi qui peux juger comment ça doit sortir. Ce n'est pas à lui de faire ça. Elle affirme que la vie de Aube ou Farge ressemblerait énormément à la sienne. Il y a la cicatrice qu'on peut voir dans la vidéo, ma canule, le conflit avec ma mère, l'opération que je devais subir en France, la pension que je devais recevoir en tant que victime du terrorisme islamiste, l'avortement, je voulais avorter, la signification de mes tatouages au niveau de la nuque et du pied, le salon de coiffure, j'avais un salon de coiffure et d'esthétique, et c'est dans le livre, le lycée Lofty, l'allusion romancée à ma passion pour l'équitation. Et donc il y a cette accusation de violation du secret médical. Pour juste donner un peu toutes les informations, elle précise qu'il y a 3 ans et demi, l'écrivain lui a demandé l'autorisation de raconter son histoire dans un livre. Mon refus était catégorique. J'étais chez lui, cité Esnaoui. Sa femme m'avait invité pour boire un café et discuter de ma thérapie. Après, continue-t-elle, quand sa femme m'a dit qu'il était en train d'écrire un livre, je lui ai dit « Attention, je ne veux pas que ça soit sur moi ». Elle m'a dit « Non, ça ne parle pas de toi du tout ». Plusieurs fois durant mes consultations, j'ai redit à sa femme « Attention, je refuse qu'il fasse ça ». Madame Daoud l'aurait rassurée en lui répondant « Pas du tout, je suis là pour te protéger ». Après, je tiens juste à dire quelque chose, c'est que Kamel Daoud, là en ce moment, il fait face à une vraie campagne de la part du gouvernement algérien, de la part de l'Algérie, de censure, de dénigrement. Il est poursuivi en justice avec une loi qui est quand même de l'ordre de la censure très forte. Mais deux choses peuvent être vraies en même temps, c'est-à-dire que il est quand même très probable que cette femme dont on voit la canule, qui raconte tout ça, elle est pas en train d'inventer. J'ai tendance à la croire, pour être honnête. Contrairement au livre, on apporte un peu de nuance, c'est qu'effectivement, je pense également que les deux peuvent être vrais. Moi, j'ai tendance à croire à cette personne, c'est quand même assez précis. Et je crois que aucune femme n'aurait à se revendiquer ne voudrait spontanément se revendiquer d'une histoire aussi traumatique juste pour le plaisir de, voilà. Mais après qu'elle ait eu le pouvoir médiatique, que le gouvernement algérien se soit appuyé sur ça pour dénoncer d'autant plus l'œuvre de Kamel Daoud, pour l'ensevelir sous la critique uniquement, c'est complètement une possibilité aussi. Oui, et par exemple, l'avocate de cette jeune femme est une proche du pouvoir, tu vois. C'est quand même. Et alors c'est terrible parce que j'ai ensuite lu l'interview qu'il a fait à Photorino dans le 1 et il dit ouais, c'est super romanesque cette idée de canule et tout ça, et il dit ah non mais cette femme elle existe. Donc Kamel Daoud assume avant même toute cette histoire que cette femme existait vraiment. Alors évidemment limite je trouve que celle que j'accuserais le plus, c'est limite la femme de Kamel Daoud. Ah oui, quand même abusée. Oui, après c'est quand même marrant pour le livre qui a été décrit comme étant le plus féministe de la rentrée, d'avoir cette accusation d'avoir piqué l'idée à sa femme et d'avoir pompé la vie d'une personne qui existe. Il n'y a pas de mal à s'inspirer de vie existante et il n'y a pas de mal à s'inspirer du réel. C'est dur de créer à partir de rien. Mais quand une personne vous demande explicitement de ne pas utiliser sa vie, bah vous respectez ça. Je pense qu'il y a assez de choses à dire à propos de cette décennie noire pour que on ait besoin de cette histoire s'il s'avère vrai, s'il s'avère établi que c'est la vie de cette personne. Donc je trouve ça c'est un peu ironique peut-être. En plus, il dit vous disiez avoir eu besoin d'assumer cette histoire pour vous en libérer. Dans Houri, un personnage affirme les livres qu'on n'a pas écrits, ça ne pardonne pas. Pourquoi? Et là, il répond les livres qu'on n'a pas écrits nous obsèdent comme les amours ratés. Et je vois bien l'idée qu'il a entendu parler de cette femme via sa femme, et c'est une histoire qui est assez qui le hante et qui est très obsédante. Et il se dit bon bah allez, en 2023, il est parti d'Oran pour aller vivre
pour aller vivre en France et s'est dit bon bah maintenant je peux me libérer de cette histoire qui est super forte. Et je pense que ce qui est obsédant, c'est que cette femme Saada, c'est obsédant de se dire que cette femme ne veut pas prendre la parole et ça a dû être un truc très très dur pour lui, se dire mais il faut qu'elle raconte cette histoire et pourtant elle veut pas le faire et c'est très énervant pour moi. Après juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, alors il se trouve que dans la loi française, c'est vrai qu'il y a une très grande liberté d'expression. Genre, par exemple, Michel Houellebecq peut utiliser Jean-Pierre Pernaut dans un de ses livres et Jean-Pierre Pernaut ne peut rien y faire. Cela étant dit, il y a quand même une personne qui a été condamnée pour avoir fait quelque chose d'assez similaire. C'est Christine Angot, qui a écrit non pas un, mais livre sur l'ex de son compagnon de l'époque. Elle a quand même été condamnée à 40 000 euros, quoi, donc d'amende. Bon, c'est un peu tout un débat sur la liberté d'expression et tout ça, et je pense que c'est pas le bon endroit ici pour avoir ce débat-là, mais il se trouve qu'il y a quand même des limites, même en France, il y a quand même, tu peux pas tout faire, et là clairement, enfin, j'aime pas trop dire si les vrais faits sont avérés parce que je suis très genre il faut croire les victimes. Mais il se trouve que on n'est pas dans un système, cette victime s'est intégrée dans un système de dénigration et de censure d'un auteur et c'est quand même très inquiétant quand même. Donc c'est très difficile, je trouve, pour moi de faire la part des choses entre mon opinion voilà assez commune du type c'est quand même abusé que la psychiatre a donné l'histoire d'une de ses patientes à un écrivain connu. Et de l'autre côté, le fait que Kamel Daoud aujourd'hui est très clairement, est victime aussi de calomnie, tu vois. Et donc c'est quand même assez complexe comme sujet. Et surtout, qu'en plus de ça, il fait face à des gens fondamentalistes, extrêmement dangereux. Et je dis ça en particulier parce qu'en ce moment-là, on vient d'apprendre que Boualem Sansal était emprisonné par le pouvoir algérien. On sait pas pourquoi. Donc bon, c'est difficile de faire la part des choses parce que d'un côté, je pense que c'est une histoire qui, je pense, est vraie. Je pense que, ça serait très difficile pour cette femme de mentir de bout en bout sur cette histoire. Peut-être qu'elle exagère certains aspects, mais bon, très clairement, il y a des preuves assez concrètes qu'elle était bel et bien la patiente de la femme de Kamel Daoud et bon, il y a d'autres preuves comme sa canule, comme ses tatouages, ce genre de choses. Mais en même temps, ça s'inscrit dans un contexte qui est un contexte de censure, dans un gouvernement, dans un État illibéral, autoritaire, avec un clientélisme fort et un islamisme rampant. Donc là, on verra hein, dans les prochains jours, il va sûrement y avoir, alors déjà dans le cas de Boualem Sansal, et ensuite dans le cas de Kamel Daoud, sûrement d'autres informations qui vont arriver et sûrement on n'a pas toute l'histoire, hein, ça c'est sûr. J'en ressors avec une envie aussi du coup d'avoir plus de points de vue. Je ressors de cette lecture avec une envie d'avoir plus de témoignages, plus d'éléments. J'ai envie de me renseigner plus là-dessus, avec la difficulté que tu as mentionnée au début du podcast, qui est que tout tombe sous la loi de réconciliation et que du coup, nous n'aurons probablement jamais ces témoignages et c'est terrible. Mais je ressors de ce bouquin en me disant, je veux que les gens me racontent ce qu'est vraiment l'Algérie aujourd'hui. Je veux que les gens me donnent leur point de vue. Je veux pas juste finir sur ce bouquin qui laisse un goût très très noir, très très sombre, profondément pessimiste et terrible et horrible, qui je pense n'est pas la mosaïque complète. Peut-être que ça permettra, peut-être que Kamel Daoud a créé un mouvement, hein, peut-être que là, à l'heure où on parle, il y a des gens qui écrivent et qui vont peut-être publier d'autres choses. Et ça, je suis quand même assez dans dans cette perspective-là, je trouve ça assez nécessaire. Qu'est-ce qu'on conseillerait à la place ? J'ai beaucoup cité Svetlana Alexievitch et il se trouve que c'est l'une de mes autrices préférées. Les cercueils de zinc, je trouve, est un livre très intéressant, vraiment sur le même thème, alors pas dans le même pays. Il y a deux autres livres que je conseillerais. Il y a 2084 de Boualem Sansal, donc l'auteur qui est en ce moment même emprisonné en Algérie pour des raisons qu'on ne comprend pas, qui n'ont pas été communiquées. 2084, c'est une réécriture de 1984 de Orwell, mais qui se passerait dans une sorte de république islamiste. Un dernier livre que je conseillerais, c'est un livre d'histoire qui vient de sortir, qui s'appelle Tous ceux qui tombent, visage du massacre de la Saint-Barthélemy par Jérémy Foa. Et en fait, l'historien Jérémy Foa, il va faire un truc qui est ultra intéressant, c'est il va parler de la Saint-Barthélemy, mais du point de vue des victimes ordinaires. Donc pas Coligny, c'est pas la Reine Margot comme livre, c'est un peu la phase
ordinaire de la reine Margot. Et donc c'est plein de petites histoires. Et donc à nouveau, on est dans cette histoire de mosaïque, de pourquoi ces massacres ont eu lieu, mais d'un point de vue très ordinaire. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est combien on tue pour des raisons très ordinaires aussi, que c'est pas uniquement de la religion, c'est pas uniquement du fondamentalisme. Le fondamentalisme, il va être là pour permettre des meurtres qui sont j'aime pas mon voisin, je veux lui piquer ses meubles, ce genre de choses. Ça a été un vrai questionnement pendant la semaine où j'ai lu le bouquin de qu'est-ce que j'allais conseiller, parce que effectivement moi je connais très peu la littérature algérienne et je me disais j'aurais bien aimé avoir quelque chose là-dessus, mais je n'ai rien. Par contre, j'ai un auteur que moi j'aime beaucoup, qui m'a été conseillé par ma mère, et je ne sais pas ce que ça dit de notre relation à la littérature. C'est Kenzaburo Oe, qui est un journaliste japonais qui a eu le prix Nobel de littérature par ailleurs, et qui s'est beaucoup intéressé à la suite de la Seconde Guerre mondiale au Japon, ou à la Seconde Guerre mondiale, sur des thèmes qui sont extrêmement tabous dans la société japonaise. Il y a 2 bouquins de lui qui sont, je pense, extrêmement forts et qui m'ont énormément marqué en tant que lectrice. C'est Notes d'Hiroshima, où il va s'intéresser aux rescapés de la bombe et au fait que le gouvernement les a abandonnés et les voit comme étant des preuves de la défaite du Japon, et du coup cherche à les silencier. C'est excellentissime parce que c'est écrit d'un point de vue d'un journaliste qui constate juste à quel point c'est dysfonctionnel et comment peut se mettre en place une génération silencieuse sous juste le fait que les gens balaient et ne veuillent pas les voir en face. Il a aussi écrit Arracher les bourgeons, tirer sur les enfants. Il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a laissé ses enfants, notamment les orphelins, parcourir le pays, un peu comme les a abandonnés. Enfin, il y avait des bandes d'enfants qui sévissaient, qui faisaient des vols, qui terrorisaient les populations, parce que justement le gouvernement ne s'en occupait plus. Et là-dessus, c'est sur une des bandes d'enfants. Il y a des phrases qui me hantent encore de ce bouquin. Et un bouquin que moi j'avais lu ado et qui m'avait aussi sur la notion de tabou, d'histoire et en même temps de mosaïque. Et là, alors c'est très particulier parce que là c'est vraiment très dur. Il y a des descriptions de torture, il y a des descriptions d'enlèvement, de kidnapping. Encore une fois, s'il vous plaît, prenez soin de vous, et il y a les immolos sur les lectures à enchaîner comme ça. C'est Une sale histoire, qui sont des carnets de la dictature chilienne sous Pinochet, de Luis Sepúlveda, qui est un de mes auteurs préférés. Et c'est tout ce que c'est des brèves de journaux qu'il a pris, c'est des moments où il a écrit sur un petit carnet noir Moleskine qu'il suivait partout pendant son exil, puisqu'il a été exilé du Chili. Vraiment, c'est terrible, c'est vraiment très 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 dur. Mais c'est aussi un livre nécessaire, puisque la dictature de Pinochet, elle a fait l'objet d'un énorme tabou au Chili et dans le monde de manière générale. Donc des livres nécessaires, on peut toujours en trouver, il y en a beaucoup. Et je pense que ceux que je recommande, ils ont la vertu d'être soit assumés comme étant le point de vue de l'auteur, qui est le cas de Luis Sepúlveda, soit étant une mosaïque, comme le cas de Kenzaburo Oe. Je pense, pour conclure, je trouve que ce livre était quand même intéressant pour un point, et tous les livres que tu viens de citer et ce que j'ai cité tombent dans cet questionnement assez fort. C'est que on part du principe que la littérature va permettre de parler de sujets traumatisants, tabous, difficiles, et malgré tout, on leur demande quand même de nous ménager. Ouais. Et là, Kamel Daoud, il nous a pas ménagé. Et la question que je me pose, c'est à qui la faute? Est-ce que la faute, c'est moi de pas avoir voulu entendre ce qu'il a à me dire parce que c'est sans ménagement? Ou est-ce que c'est à lui d'avoir fait un travail peut-être plus en profondeur d'une écriture moins fastidieuse, moins traumatique, et de permettre un peu plus de distance? Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram @torchon.podcastlittéraire pour nous donner vos idées et vos réactions à cet épisode. Et je vous conseille de le suivre pour plus de recommandations, plus de critiques et plus de coulisses. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. À bientôt.